Pour réduire les consommations d'énergie dans le tertiaire en particulier, il existe une solution, la conception bioclimatique, une solution pas si compliquée à mettre en œuvre avec des résultats plutôt satisfaisants. Les explications de Pierre Melgora de Cegibat, Cegibat les entretient. Pierre Melgora, le terme bioclimatique désigne, on va le voir dans un instant, un mode de conception des bâtiments. Mais qu'est-ce qui caractérise fondamentalement ces bâtiments bioclimatiques? Quel est leur intérêt au bout du compte? Alors tout d'abord, leur intérêt principal, c'est de diminuer au maximum les consommations d'un bâtiment, si je compare un bâtiment classique bien entendu. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des consommations nulles? Alors tout à fait. Un bâtiment bioclimatique, son but c'est de limiter au maximum les consommations. Alors les consommations de chauffage, elles sont obligatoires parce qu'en hiver il fait froid, il faut se chauffer bien entendu. Mais en été, la plupart des bâtiments, une solution facile, c'est mettre de la clim. Or, c'est le point presque le plus difficile à traiter et c'est l'avantage des bâtiments de conception bioclimatique puisqu'ils traitent ce point-là très en amont pour limiter au maximum ces consommations. Et quand je dis au maximum, c'est même les supprimer totalement si possible. Des consommations d'énergie très faibles. Dans la conception du bâtiment, comment est-ce qu'on arrive à de tels niveaux de performance? Alors, sur le plan architectural, il y a 3 grands principes, si je peux les résumer. Le premier, c'est avant tout, même si c'est un peu contradictoire, c'est pas penser bâtiment, c'est penser tout le site, l'implantation, le site, où est-ce que le bâtiment va se mettre. Donc c'est à la fois la topographie, tout ce qui est végétal autour, l'orientation du bâtiment en fonction du soleil bien entendu, évidemment aussi les vents dominants, est-ce qu'il y en a? Alors bien sûr des régions il y en aura moins que d'autres, hein, mais c'est des aspects à prendre en compte. Et une fois que tout ça est un petit peu bien déterminé, il y a aussi un que j'ai totalement oublié, excusez-moi, c'est la pollution. Alors bien sûr la pollution sonore, si on se passe à côté d'une route ou pas, ça peut impacter après les gens dans le bâtiment, mais également la pollution éventuellement en termes de voitures par exemple, les odeurs et ainsi de suite. Donc quand on a vu tout cet aspect-là, il y a l'aspect bâtiment en soi, là on y arrive, c'est le deuxième grand principe. Donc là on va penser l'enveloppe, la structure, les façades, est-ce qu'on met des vitres, combien de pourcentage de baies vitrées, quel type de vitres, quelle isolation, intérieure, extérieure. Là vraiment on pense bâtiment. Et la troisième partie, c'est l'architecture intérieure. Donc souvent on pense quand on parle d'architecture intérieure chez nous, c'est « ah je mettrais bien une lampe ici » ou telle tapisserie ou autre. Alors il y a un peu de ça bien entendu, mais c'est surtout en termes d'implantation des locaux à l'intérieur du bâtiment. J'aime prendre l'exemple des bureaux. Quand on prend un bâtiment de bureau, admettons qu'en général au sud, c'est là où il y a le plus de soleil, bien sûr s'il y a des vitres, peut-être qu'au sud on mettra plutôt des archives ou des locaux de serveurs et on mettra les personnes dans leur bureau façade, enfin côté nord, puisque c'est là où il fera le plus frais et donc ce sera plus facile de traiter l'inconfort d'été, on va dire. Alors il y a la conception, vous venez de la décrire, et puis après il y a le fonctionnement, il faut produire de l'eau chaude sanitaire, il faut chauffer le bâtiment en hiver, le rafraîchir le cas échéant en été. Quelles sont les solutions techniques qui permettent à ces bâtiments bioclimatiques d'atteindre de très faibles niveaux de consommation? Alors il y a tout d'abord l'ECS, donc l'eau chaude sanitaire. Alors bien que les besoins en bureau soient faibles, il y a une obligation du code de travail d'avoir un minimum de points de puisage, ne serait-ce que pour les agents d'entretien et de nettoyage. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de grands besoins, donc la solution la plus couramment utilisée, vue, rencontrée, ce sont les petits ballons ECS aux 2-3 points de puisage qu'il y a dans le bâtiment. D'un point de vue chauffage, c'est très simple, il y a des technologies qui sont maîtrisées et connues depuis longtemps. Par exemple, la chaudière gaz, ça marche très bien, ça fait du chauffage avec un bon rendement. Et voilà, il n'y a rien d'autre à en redire, c'est très efficace. Donc comme j'ai évoqué, le nerf de la guerre, c'est le confort d'été, donc la production de froid. Alors si le bâtiment bioclimatique est bien conçu, il n'y a plus de besoin de production de froid et donc de rafraîchissement. Donc dans ce cas-là, rien du tout. Mais si on a décidé de garder un petit peu de locaux rafraîchis, par exemple des salles de réunion, où des fois on est beaucoup de personnes et il y a besoin de rafraîchissement, dans ce cas-là, un petit groupe froid pourra faire l'affaire. Sur le plan des coûts de construction, est-ce qu'on est sur des niveaux de coûts comparables avec des bâtiments traditionnels ou est-ce que c'est plus cher? Alors quand on parle de coûts, il faut en prendre 2 en compte déjà. Il y a les coûts d'exploitation qui sont principalement liés justement aux consommations du bâtiment. Et comme on a vu, un bâtiment bioclimatique
a beaucoup moins de consommation qu'un bâtiment classique, donc forcément ses coûts d'exploitation seront beaucoup plus faibles si on le compare à un bâtiment classique. Ensuite, on a les coûts d'investissement. Alors, à première approche, première vue, on pourrait dire « Ah oui non, ça coûte plus cher un bâtiment bioclimatique parce que je dois rajouter des techniques par-ci, par-là ». Mais déjà, il faut savoir que certaines techniques existent depuis un moment et sont déjà, on va dire, dans les mœurs et sont déjà appliquées. Je pense par exemple aux protections solaires, pour le citer, ou des vitrages. Et donc, on ne parle pas de surcoût, c'est un coût normal du bâtiment, donc ce n'est pas plus cher. Et ensuite, nous avons fait une étude pour comparer un bâtiment classique de bureau et qu'on a bioclimatisé, on va dire. On a rajouté 2-3 techniques. Et même le scénario le plus élevé, quand on parle du coût global du bâtiment, le bâtiment bioclimatique ne coûtait que 2% de plus. Donc c'est quasiment rien. Et on parle même d'aujourd'hui de bâtiments bioclimatiques qui, même à l'investissement, sont moins chers qu'un bâtiment lambda. Si je prends un promoteur, il a son bâtiment type de bureau qui va démultiplier partout en France. Il va en faire 10, 20, 30. Mais il sera tout le temps le même bâtiment. Or, on prend un bâtiment bioclimatique qui sera étudié au cas par cas, et donc quand on compare à un bâtiment standard, le bâtiment bioclimatique, on pourra faire des efforts dessus, il sera travaillé, il sera optimisé. Et donc l'investissement sera aussi plus maîtrisé et donc moins cher. Pour en savoir plus, le guide Cegibat sur la conception bioclimatique, la chaîne YouTube de Cegibat avec un débat de juin 2016 sur cette question, et puis bien sûr le site cegibat.grdf.fr. Au revoir.